Imaginez que vous travailliez dur toute votre vie, épargnez chaque centime, investissiez judicieusement pour vous réveiller un jour et réaliser que tout ce que vous avez construit vous est retiré. Non pas par une augmentation d'impôts, mais par un système invisible conçu pour transférer votre richesse sans que vous ne le remarquiez. C'est ce que l'on appelle la répression financière. Et c'est l'outil le plus efficace que les gouvernements utilisent pour contrôler l'économie et annuler la dette. On vous dit que l'inflation est un signe de croissance. On vous dit que les taux bas sont bons pour l'investissement. C'est faux. L'inflation n'est pas un bug, c'est le plan. Aujourd'hui, nous allons exposer l'architecture financière qui s'est construite sur cette tromperie. Ce que vous allez apprendre changera votre façon de voir votre épargne, votre retraite et votre liberté financière. Pour comprendre le plan, il faut comprendre ce qu'est réellement l'argent. Ce n'est ni un complot, ni une métaphore. L'argent sur votre compte bancaire n'existe pas vraiment. Si chaque client se rendait demain à sa banque pour tout retirer, le système s'effondrerait en quelques heures. Ce n'est pas un accident, c'est la banque fractionnaire. Le mécanisme est né au Moyen-Âge, avec les orfèvres. Ils prenaient l'or en dépôt et délivrèrent des reçus. Très vite, ils ont remarqué que personne ne venait réclamer son or en même temps. L'astuce naquit. Ils ont commencé à émettre plus de reçus qu'ils n'en possédaient réellement. C'était, en fait, de l'argent sorti de nulle part. Les banques sont nées de ce stratagème. Dans le système moderne, elles ne prêtent plus les dépôts. Elles créent d'abord les prêts qui, à leur tour, créent les dépôts. Plus de 90% de la monnaie en circulation est de la monnaie bancaire, créée de toutes pièces dès l'émission d'un prêt. Et c'est là que le piège se referme sur vous. La dette est loin d'être un instrument neutre. Elle avait été délibérément transformée en le produit le plus rentable de l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nécessite ni usine, ni stock. Elle génère de la richesse à partir du temps. Chaque paiement d'intérêt que vous effectuez est un transfert silencieux de richesse du débiteur vers le créancier, du plus grand nombre vers une minorité. Pourquoi les gouvernements encouragent-ils ce système ? Parce qu'ils empruntent toujours plus qu'ils ne gagnent. Face à une dette publique qui gonfle, plus de 34 000 milliards de dollars pour les États-Unis, ils ont deux choix, faire défaut ou détruire la dette par l'inflation. Ils choisissent l'inflation car elle est discrète. C'est la répression financière en action. Le vol furtif. Les banques centrales travaillent de concert avec les gouvernements pour maintenir les taux d'intérêt artificiellement bas, souvent sous le taux d'inflation. Si l'inflation est de 4% et que votre épargne rapporte 2%, vous perdez 2% de votre pouvoir d'achat chaque année. Ce n'est pas une perte, c'est un impôt. Un impôt par la ruse, sans vote ni annonce. Exemple historique, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni ont utilisé cette méthode pendant des années pour effacer la valeur réelle de leurs dettes. Les dettes ont diminué non pas parce qu'elles étaient impayées, mais parce que l'inflation a balayé leur valeur. Les épargnants et les retraités ont porté le coup de la guerre sans le réaliser. La loi de Cantillon, lorsque de l'argent frais est injecté dans le système, il n'affecte personne de la même manière. Les premiers bénéficiaires sont toujours ceux qui sont les plus proches de la source. Banques, détenteurs d'actifs, grandes entreprises. Ils voient la valeur de leurs actions et de leurs biens immobiliers monter en flèche. Le résultat est prévisible, l'inflation des actifs au sommet et l'inflation du coût de la vie à la base. La classe moyenne en fait les frais, leur salaire stagne, leur loyer augmente, et ils sont obligés de s'endetter juste pour maintenir leur niveau de vie. On vous pousse à investir dans des actifs risqués pour vous protéger, mais c'est un piège. Ceux qui possèdent déjà des actifs bénéficient le plus, tandis que tout le monde court plus vite juste pour rester sur place. Ce schéma n'est pas nouveau. L'histoire prouve qu'il s'agit d'une architecture permanente. Chaque fois que la dette submerge un empire, il utilise ce même manuel pour se sauver en sacrifiant le peuple. La leçon de l'Empire espagnol,
L'Espagne, jadis l'empire le plus riche du monde, s'est effondrée sous le poids de son propre trésor. Ils ont fait l'erreur fatale de confondre trésor, l'or, et richesse, la productivité. L'afflux massif de lingots d'Amérique a déclenché la révolution des prix, quadruplant les prix en un siècle. La couronne s'est accoutumée à l'addiction à l'endettement, empruntant sur des trésors futurs. Le résultat ? L'empire le plus riche a déclaré faillite 4 fois au XVIe siècle. La dette était le siphon qui a transféré leurs richesses aux créanciers étrangers. La rupture de 1914, la Première Guerre mondiale, a été le moment où les gouvernements ont compris qu'ils pouvaient financer l'inimaginable en déconnectant l'argent de la réalité. Ils ont abandonné les talons or, ont imprimé sans cesse et ont financé leur guerre par des obligations que les citoyens patriotiques ont achetées. Après la défaite, ces obligations ne valaient plus rien. L'Allemagne s'est retrouvée dans une hyperinflation si extrême qu'une miche de pain coûtait des milliards de marks. Le manuel financier, écrit en 1914, est utilisé depuis sans cesse. La Grande Dépression. Les crises ne sont pas des accidents, ce sont des filtres. Elles transfèrent la richesse de ceux qui ne sont pas informés vers ceux qui sont préparés. En 1929, tandis que des millions perdaient tout, une poignée de milliardaires comme Joseph P. Kennedy et les Morgan achetaient des entreprises et des terres à prix cassés. Le crime parfait. Lorsque Roosevelt a confisqué l'or des citoyens en 1933, il l'a racheté à $20,67 l'once. Quelques mois plus tard, le gouvernement l'a réévalué à $35. Ceci a été un transfert de richesse silencieux de 69% qui a profité aux banquiers et aux initiés qui avaient déplacé leurs actifs avant l'annonce. La vérité est que le système est stable uniquement tant que les gens croient qu'il l'est. Et la stabilité du système repose sur une seule chose, votre ignorance. Ils ne peuvent pas vous permettre de vous libérer de vos dettes, car le système prospère en vous maintenant endetté. Le dernier piège ? La prochaine évolution de cette architecture est la monnaie numérique de banque centrale, la CBDC. Un argent programmable qui pourrait permettre aux autorités d'imposer des taux d'intérêt négatifs, de restreindre vos dépenses, ou même de faire expirer votre épargne pour forcer la consommation. C'est une prison financière déguisée en commodité. Alors que pouvez-vous faire ? L'histoire est claire. La protection ne réside pas dans la confiance aveugle, mais dans la reconnaissance de la fragilité du système. Ne confondez pas argent et richesse. La vraie richesse ne sont pas des chiffres sur un écran. C'est la terre, les ressources, les compétences et l'indépendance. Diversifiez au-delà de la monnaie fiduciaire. Détenez des actifs réels qui résistent à la dévaluation, matières premières, terres productives, entreprises tangibles. Ces actifs sont une forme d'évasion. La question n'est pas de savoir si le système s'effondrera. C'est toujours le cas. La question est de savoir si vous serez de ceux qui restent avec des promesses sur papier ou de ceux qui détiennent quelque chose de réel. La connaissance est votre levier. Une fois que vous voyez la cage, vous cessez de la confondre avec la sécurité. Si cette analyse a transformé votre vision de l'inflation et de l'architecture financière, abonnez-vous à la chaîne. L'histoire détient les réponses et je vous montre où chercher.